Ce dont j'ai voulu parler dans ce livre, c'est d'une histoire des sociétés contemporaines à travers le prisme de la technique. Depuis le XVIIIe siècle en Europe, les sociétés industrielles, capitalistes, se sont organisées autour d'une industrialisation de la production. Cette industrialisation de la production a été rendue possible par la mise en place d'une économie du charbon, organisée à travers des mines, mais aussi des réseaux ferroviaires qui permettaient de distribuer du charbon à peu près partout. Et c'est cet enjeu de délocalisation de la puissance qui a été mis en place à partir du XIXe siècle. Donc en rentrant dans les sociétés contemporaines, on se rend compte que l'un des problèmes fondamentaux, c'est la distribution de puissance dans l'espace et dans le temps. Et en prenant comme objet d'étude le stockage de l'énergie, j'ai voulu montrer comment l'industrie capitaliste est organisée par un ensemble de flux et de stocks de puissance. Donc c'est la question concrète que je pose dans le livre, qui renvoie à la question plus générale de la compréhension des sociétés industrielles capitalistes. Donc rentrer dans les sociétés contemporaines par la technique permet de caractériser la modernité occidentale de plusieurs façons. On peut identifier au moins trois principales façons. La modernité a été caractérisée comme un projet de rationalisation de la nature afin de l'exploiter. Par exemple, estimer le nombre de poissons dans un océan ou dans une mer afin d'établir des quotas de pêche. Donc on est dans un rapport entre rationalisation, décompte et exploitation, extraction. La deuxième caractérisation de la modernité passe par la multiplication des réseaux sociotechniques. Je prendrai l'exemple du télégraphe couplé au transport ferroviaire. Au XIXe siècle, se développe de manière conjointe le transport de marchandises, de charbon par exemple, et de voyageurs, de manière concomitante du développement du télégraphe. La gestion du transport va de pair avec le contrôle de l'information. Et enfin, la troisième caractérisation de la modernité, c'est une caractérisation en termes de rythmes sociaux. Et on parle souvent d'accélération dans cette époque contemporaine. Et un exemple qu'on peut prendre, c'est la manière dont les ordinateurs portables ou les smartphones ont rapidement transformé notre vie, notre quotidien. J'ai pris le stockage de l'énergie comme objet d'étude parce que c'est un problème d'aujourd'hui. Si on veut mettre en place une transition énergétique des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, cela pose un problème de régulation de production et de consommation parce que les énergies renouvelables sont intermittentes. Or, la consommation se fait en continu. Donc, il faut trouver des moyens de stockage de cette puissance intermittente de manière à pouvoir la distribuer de manière continue. Ce problème d'aujourd'hui, il s'est déjà posé pour les concepteurs des premières centrales électriques à la fin du XIXe siècle. Ils ont trouvé comme solution les batteries au plomb afin de stocker de l'électricité et d'équilibrer le réseau entre production et consommation. Ce qui est intéressant avec le stockage de l'énergie, c'est que le problème est récurrent. On le trouve à différents moments, à différentes échelles, tout au long de cette histoire. Et je prendrai un seul exemple, l'électrification des régions. Dans la première moitié du XXe siècle, pour la France par exemple, on a résolu l'équilibrage des réseaux électriques à travers des couplages entre les centrales électriques au charbon et les centrales hydrauliques. Et le couplage entre charbon et hydroélectrique a permis à la fois d'équilibrer les réseaux régionaux puis interrégionaux et d'optimiser aussi la production d'électricité en économisant le charbon quand l'eau était abondante. Aujourd'hui encore, on se retrouve donc avec ce nouveau problème d'équilibrage des réseaux, mais cette fois-ci à l'échelle de l'Europe. Donc on a différents moyens de stocker et d'équilibrer la production et la consommation, qui sont toujours les mêmes, qui sont des batteries électrochimiques, qui sont un peu plus performantes aujourd'hui, mais qui restent limitées néanmoins. On a les réserves d'eau dans les barrages avec donc cette hydroélectricité qui peut être utilisée à différents moments et quelques autres solutions en cours de développement mais pas encore commercialisées. Alors j'ai voulu m'intéresser aux professionnels de la technique et j'ai identifié trois catégories qui sont d'une part les techniciens, ça peut être des ouvriers, ça peut être des ingénieurs. Ce sont ceux qui conçoivent et fabriquent des projets.
Deuxième catégorie qui m'a intéressé, c'est la catégorie des technocrates, des gens qui sont formés à la technique et qui, par leur formation, sont en position de pouvoir. Et enfin, la troisième catégorie qui m'intéresse, les technologues, qu'on peut aussi appeler des philosophes des techniques, ce sont ceux qui réfléchissent, en particulier de manière critique, aux usages de la technique en société. Donc c'est autour de ces professionnels de la technique que j'ai organisé mon propos, en essayant de les faire dialoguer de manière métaphorique, en citant et en faisant se répondre les uns les autres dans le livre. Pourquoi ? Mon ambition, elle est aussi de réfléchir aux sociétés dans lesquelles on vit. L'école, d'une part, la politique, d'autre part, donne un rôle bien particulier à la technique. Du côté de l'école, il me semble qu'il n'y a pas assez de place qui est laissée à une réflexion d'inscription des techniques en société. Pas assez de technologie à l'école, pas assez de philosophie des techniques ou de sociologie des techniques qui pourrait être utile à chaque citoyen. De l'autre côté, ce qui me paraît contestable et qu'on peut discuter collectivement, c'est peut-être la trop grande place qui est donnée aux experts. On peut penser aux polytechniciens, aux énarques, si on prend les techniques bureaucratiques, qui sont en position de décision, qui sont rarement dans des positions de discussion, de confrontation contradictoire, qui, à mon avis, permettraient de résoudre certains des problèmes complexes auxquels fait face notre société, et en particulier la transition énergétique dont je parlais tout à l'heure. Où commencer et où finir? C'est une question que se pose chaque historien. Alors, où commencer? Le milieu du 19e siècle me semblait intéressant pour plusieurs raisons convergentes. D'abord, en termes d'histoire des sciences, c'est la formalisation de la thermodynamique, qui est la science de l'énergie. Donc une énergie qui est comprise en termes quantitatifs, calculatoires, en termes d'équations. Ensuite, on a au niveau économique un projet industriel qui se structure autour d'une idéologie de la croissance de production matérielle, mais aussi la croissance d'énergie comme source de prospérité. Troisième élément, c'est la mise en place et le renforcement de la technocratie, en France, aux États-Unis par exemple. Et enfin, quatrième élément, c'est l'essor de la filière industrielle avec les batteries électrochimiques d'un côté et les réseaux électriques de l'autre. Donc voilà pourquoi 1850 me semblait une bonne date de début. Pour finir, jusqu'où aller? J'ai intégré les 30 prochaines années dans la période 2020-2050. Parce que les mondes de demain sont en train d'être construits aujourd'hui. Ces mondes techniques, ces mondes industriels sont déjà là comme projet parmi les techniciens dont je parlais tout à l'heure et déjà portés par les technocrates à l'œuvre. Or, ces mondes de demain qui sont en train d'être construits aujourd'hui ne sont pas discutés, ne sont pas critiqués, ne donnent pas lieu à des débats publics contradictoires. Et c'est un regret que j'ai dans l'organisation de notre société. Un seul exemple, on parle beaucoup de transition énergétique et l'hydrogène est souvent montré comme un remède, comme une solution à cette transition énergétique. L'hydrogène fait partie du stockage de l'énergie. Fabriquer de l'hydrogène avec de l'éolien ou du photovoltaïque, le stocker, le transporter, puis le mettre dans des voitures ou dans des bus comme carburant. Ça paraît très bien. En pratique, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène produit est produit à partir d'hydrocarbures. Donc c'est de l'hydrogène gris, il n'est pas du tout vert. Et d'autre part, deuxième problème, c'est que les modèles de production d'hydrogène et de consommation qui sont en train de se mettre en place, ce serait de l'hydrogène produit au Maroc avec du soleil et de l'éolien, transporté par bateau ou par pipeline jusqu'au Danemark ou en Europe du Nord pour être consommé. Donc on est là sur un nouveau réseau technico-économique qui recouvre un continent entier, voire plusieurs continents. Et donc là encore, ça pose un problème de multiplication, de croissance, de superposition, là où il faudrait penser en termes de soustraction et de décroissance.